direction la Chine. China. La puissance chinoise. China. Cette guerre commerciale entre les deux plus grandes économies du monde. China. Croissance de l'économie chinoise. China. La Chine menace Taïwan, voire aide discrètement l'allié Poutine dans sa guerre d'invasion de l'Ukraine. China. Pour rendre sa grandeur à l'Amérique, Donald Trump compte bien appliquer certaines recettes déjà utilisées lors de son premier mandat. Et depuis son retour à la Maison-Blanche, le président américain a conservé le même ennemi, la Chine. Les deux puissances s'affrontent évidemment sur le volet économique, mais leur opposition concerne aussi Taïwan et les alliances géopolitiques, et le gouvernement chinois a préparé sa riposte. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez La Chine à l'épreuve de Trump, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 2, renforcer les liens avec la Russie. Nous sommes le 21 janvier 2025. La veille, Donald Trump a prêté serment sur les marches du Capitole avant de signer de nombreux décrets dans les premières heures de sa présidence. Mais comme s'il n'avait rien remarqué, deux hommes décident de se téléphoner. Vladimir Poutine et Xi Jinping ont fixé un échange pour démarrer la nouvelle année. L'un est à Moscou et l'autre à Pékin. Chacun est souriant, installé à son bureau devant de grands drapeaux de la Chine et de la Russie. Cher président Xi Jinping, cher ami, nous pouvons affirmer avec certitude que les relations et le travail conjoint entre la Russie et la Chine jouent un rôle stabilisateur important dans les affaires internationales. Les deux puissances affirment tout de même leur volonté de renforcer le dialogue avec Washington, mais dès les premiers instants du mandat de Donald Trump, la Chine veut s'assurer que le message est clair. Pékin et Moscou sont alliés et cette relation ne dépend pas des États-Unis. Ensemble, ils comptent bien faire bloc face au nouveau président américain. Pour analyser cette relation entre la Chine et la Russie et son évolution depuis la réélection de Donald Trump, je suis toujours avec Alice Ekman, directrice de la recherche de l'Institut des études de sécurité de l'Union européenne, spécialiste de la Chine. Bonjour Alice Ekman. Bonjour. Nous sommes un peu plus de 3 mois après l'échange très médiatique entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, 3 mois aussi après l'investiture de Donald Trump, et la situation a quelque peu changé. La relation entre Washington et Moscou semble évoluer. Oui, alors beaucoup considéraient que ça pouvait être un Nixon inversé, c'est-à-dire que Trump essaierait d'engager un dialogue avec la Russie, pas spécifiquement pour résoudre la question ukrainienne, même si, bien sûr, c'est le point important, mais pour créer un écart, créer des dissensions entre la Chine et la Russie. Et comment ce rapprochement est perçu par la Chine ? Alors, ce qui est intéressant d'analyser aujourd'hui, c'est que les choses évoluent vite, semblent évoluer vite, mais du côté de Pékin ou de Moscou, les perceptions et les grands clivages internationaux restent les mêmes, indépendamment des tentatives de Trump, qui peuvent paraître illusoires dans ce contexte. C'est-à-dire que la Chine travaille depuis plus de 12 ans maintenant à une consolidation d'un front anti-occidental, et les deux dirigeants, Vladimir Poutine et Xi Jinping, pourraient rester au pouvoir encore longtemps. On ne sait pas combien de temps Xi Jinping va rester au pouvoir. Le prochain congrès en 2027, le suivant en 2032. Potentiellement, il pourrait rester au pouvoir au moins jusque-là. On n'a pas, voilà, ça, dans ce système opaque, il y a beaucoup d'inconnus. Mais dans ce contexte-là, il faut bien se rappeler que voilà, les grands antagonismes restent les mêmes. Parce que les dirigeants de ces deux pays sont les mêmes aussi. Ils ont une vision du monde convergente et ouvertement anti-européenne, anti-américaine, anti-occidentale. J'insiste sur ce point parce qu'on a tendance à le sous-estimer de l'extérieur. Ce n'est pas juste de la communication, c'est une vision du monde, c'est un type de formation des élites diplomatiques. Donc on en est là et je ne pense pas réellement qu'il y ait de revirement. C'est-à-dire qu'il y a un rapprochement, voire si c'est un rapprochement entre Washington et Moscou, c'est vraiment de surface, superficiel, et le rapprochement Chine-Russie qui est un rapprochement en profondeur de mon point de vue. Par ailleurs, on peut souligner que la relation entre Washington et Moscou connaît des hauts et des bas. Après ces rapprochements, Donald Trump a finalement eu des mots très durs à l'égard de Vladimir Poutine. C'était décevant parce qu'il a parlé de Zelensky en disant qu'il n'était pas crédible. Mais il est censé passer un marché avec lui, qu'il l'aime ou pas. Donc je n'étais pas content. La relation russo-américaine est donc loin de fragiliser la Chine, d'autant que les liens entre le régime de Xi Jinping et celui de Vladimir Poutine se sont resserrés depuis le début de la guerre en Ukraine.
C'est une grande première depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine il y a plus de 3 ans. Sur cette vidéo publiée par le président ukrainien, on voit un jeune homme en treillis, les mains liées. Ses traits sont asiatiques. Pour Volodymyr Zelensky, cela ne fait aucun doute. Il s'agit d'un soldat chinois combattant pour le compte de la Russie sur le sol ukrainien. D'après le président ukrainien, des soldats chinois combattraient aux côtés des troupes russes en Ukraine. Pour le moment, on ne sait pas s'il s'agit de volontaires ou d'hommes envoyés par Pékin. Le gouvernement chinois nie toute implication, mais cela souligne tout de même les liens qui unissent Moscou et Pékin. Alice Ekman, depuis le début de la guerre en Ukraine, quelle est la position adoptée par la Chine ? Alors, au lendemain de l'invasion, les Européens attendaient de la Chine qu'il condamne les agissements russes. Et les Européens pensaient que, compte tenu de la centralité du marché européen pour l'économie chinoise, le marché européen est très important, premier marché en termes d'exportation aujourd'hui, contre la centralité de ce marché, la Chine, logiquement, d'un point de vue de rationalité économique, allait prendre ses distances avec la Russie, qui n'est que la 11e puissance économique mondiale, pour accéder aux demandes des Européens, en se disant, très bien, puisque c'est comme ça, on va faire attention à notre positionnement, on va prendre nos distances vis-à-vis de Moscou, et on va ménager nos relations économiques avec les Européens, etc. Et non, elle l'a pas fait. Et de mon point de vue, il est peu probable que la Chine réajuste sa position vis-à-vis de la Russie. La Chine ne soutient pas directement l'effort de guerre russe. Elle n'envoie pas de troupes, même si on a identifié une centaine de mercenaires sur le front, mercenaires chinois apparemment, et encore ça serait à vérifier selon des sources fiables. Mais aujourd'hui, la Chine ne participe pas directement à l'effort de guerre russe, comme la Corée du Nord le fait vis-à-vis de la Russie. Elle n'envoie pas de troupes. Elle n'envoie pas d'équipement militaire directement. Donc ça, c'est à prendre en compte. Économiquement aussi, les liens entre la Chine et la Russie se sont renforcés avec la guerre en Ukraine. Les deux pays ont très fortement augmenté leurs échanges commerciaux depuis la guerre en Ukraine, réellement, notamment les 2 premières années de la guerre, et notamment l'exportation de composants dits duals, de composants technologiques chinois qui servent aussi directement ou indirectement à l'effort de guerre russe. Les deux pays se soutiennent diplomatiquement avec une Chine qui a tout fait pour ne pas faire de la Russie un État paria, c'est-à-dire en maintenant sa présence, en insistant pour que sa présence soit maintenue au sein des BRICS, au sein bien sûr de l'Organisation de coopération de Shanghai, toujours en recevant Vladimir Poutine en grande pompe à Pékin. Alors les Chinois, la diplomatie chinoise dit oui, mais maintenant nous n'utilisons plus le terme d'amitié sans limite, qui n'est pas le bon selon nous. Là, je cite les diplomates ou les think tanks chinois. Peut-être, mais c'est un ajustement rhétorique sur le fond. Les relations se consolident, continuent à se consolider malgré les pressions européennes, américaines. Alice Ekman, quels sont les autres signes récents de la force de cette relation ? Les deux pays ont conduit à un nombre croissant d'exercices militaires conjoints en Indo-Pacifique, enfin dans la région asiatique, mais aussi en Europe au cours des 12 dernières années. La fréquence d'exercice a repris depuis le Covid, après que Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères chinois, a rencontré son homologue il y a peu. Xi Jinping et Vladimir Poutine se rencontreront courant mai. De manière générale, est-ce qu'on peut rappeler pourquoi la Chine et la Russie ont une telle alliance ? On a beaucoup dit à l'époque, les observateurs, on entendait beaucoup l'expression mariage de raison. C'est-à-dire que la Chine et la Russie se rapprochent parce qu'ils n'ont pas... C'est un rapprochement pragmatique, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'engager ce rapprochement. Notamment, la Russie n'aurait pas d'autre choix de se rapprocher de la Chine pour trouver des débouchés pour ces hydrocarbures dans un contexte de sanctions occidentales, et qu'elle n'a pas trop le choix, mais que c'est un rapprochement strictement pragmatique qui ne pourrait pas durer compte tenu des points de tension entre la Chine et la Russie, les différents frontaliers, l'histoire qui a été riche de confrontations et d'affrontements, des tensions qui seraient notées au niveau démographique en Sibérie, des tensions en Arctique, etc. On voit aujourd'hui que ces tensions ont été surestimées et que ce rapprochement n'est pas simplement pragmatique et de raison. C'est un rapprochement conceptuel, idéologique, stratégique, on l'appelle comme l'on veut, mais ce n'est pas pragmatique et de court terme. Et ce qui est très important à prendre en compte, je pense, dans l'analyse de la relation sino-russe, c'est cette vision stratégique commune. Il y a une convergence naturelle de ce positionnement vis-à-vis des pays tiers, de ce discours anti-occidental, d'une condamnation des sanctions, quelles qu'elles soient, touchant l'Iran, la Russie, bien sûr. Une stratégie de communication, c'est un direct de propagande qui distille les mêmes idées, les mêmes éléments de langage, que ce soit sur le Covid ou la guerre en Ukraine. Par exemple, sur le Covid, l'Europe n'aurait pas été solidaire des pays dits du Sud, notamment à travers l'initiative COVAX, ou plus récemment
sur la guerre en Ukraine, ce seraient les sanctions occidentales qui seraient à condamner plutôt que l'invasion russe pour les problèmes liés à la sécurité alimentaire ou à la sécurité énergétique et à l'inflation. C'est-à-dire que ce serait à cause de l'Occident que tout cela arrive. L'augmentation des prix de l'énergie, des hydrocarbures, pénurie ou risque de pénurie alimentaire. Et ce ne serait pas la Russie. Pékin renforce ses liens avec la Russie pour faire face à Donald Trump, mais la Chine compte aussi perturber les alliances de Washington en se rapprochant des Européens. On a évoqué hier le renforcement des liens économiques entre la Chine et l'Europe, mais Pékin tente aussi un rapprochement sur le volet géopolitique. L'une des raisons, Alice Ekman, c'est la position de Donald Trump sur la guerre en Ukraine. Mais pour la Chine, toute tension transatlantique est un bénéfice, est un cadeau, si vous voulez. C'est pas récent que la Chine engage des offensives de charme vis-à-vis de Bruxelles en contexte de tension transatlantique. Parce que pour la Chine, l'objectif réel, c'est pas de faire disparaître les positions occidentales de la carte, c'est de marginaliser, d'affaiblir l'alliance transatlantique en premier lieu. Et les alliances existantes entre les États-Unis et leurs alliés, y compris par exemple en Asie de l'Est. Donc ça pourrait paraître contradictoire, mais ça ne l'est pas. C'est-à-dire que pour la Chine, aujourd'hui, les partenaires prioritaires sont des pays qui n'ont pas d'alliance, les partenaires naturels, et on va dire qu'ils sont considérés comme des pays amis au sens fraternel du terme, la conférence de Bandung ou des non-alignés, etc. Ces partenaires prioritaires sont les pays qui ne sont pas des alliés formels des États-Unis. Mais les partenaires intéressants qu'il faut aller chercher sont ces zones grises, c'est-à-dire des alliés des États-Unis ou des partenaires de sécurité importants des États-Unis, mais qui sont agacés par la situation actuelle, par les revirements de l'administration Trump, et qui sont finalement des clients intéressants parce que séduire ces zones grises, c'est-à-dire, ça veut dire renforcer l'isolement potentiel, on n'y est pas encore, mais des États-Unis, créer des tensions au sein de l'alliance. Et les tensions de cette alliance, ça veut dire une alliance affaiblie, amoindrie, et donc une Chine qui pourrait être plus à même de construire une coalition de pays plus forte en comparaison avec cette alliance affaiblie. Et cette stratégie, est-ce qu'elle fonctionne ? Oui, on l'a vu il y a déjà 4 ans aux Nations Unies, par exemple, au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, lorsque 17 pays menés par le Canada souhaitaient qu'une enquête indépendante ait lieu sur la situation au Xinjiang, la Chine a réussi à fédérer 19 pays pour s'opposer à la conduite d'une enquête indépendante. Et elle a réussi finalement. Elle a gagné par le nombre, 2 pays de plus. Mais elle a gagné l'annulation de cette lettre de proposition. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais de plus en plus, la Chine essaye de gagner par le nombre. Et c'est une stratégie de long terme. Et dans cette diplomatie qu'on pourrait qualifier de comptable, la Russie est un pilier majeur. Parce que c'est un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, ça l'est encore. Parce que ça reste une puissance diplomatique et militaire, à l'évidence. Et parce que si elle gagne les faveurs de plusieurs pays de taille économique, diplomatique, comparaison, elle pourra encore davantage marginaliser à terme l'Alliance occidentale. En tout cas, c'est ce qu'elle croit. Et récemment, elle a lancé un groupe d'amis pour la paix. Alors, elle lance des groupes d'amitié, groupes d'amis aux Nations Unies à rythme régulier. Récemment, elle a lancé un groupe d'amis co-lancé, co-créé avec le Brésil, incluant aussi l'Afrique du Sud, qui vise à proposer une solution, de négociation sur la guerre en Ukraine. Alors, c'est totalement déclaratif, c'est-à-dire qu'il est peu probable que la Chine arrive à négocier une solution de paix pour l'Ukraine. Mais le fait de réunir des pays autour de son initiative, qui serait alternative aux propositions occidentales, qu'elles soient d'ailleurs américaines ou peut-être à terme européennes, est considéré comme un bénéfice pour la Chine parce qu'elle arrive à faire coalition à son initiative. Et cette conquête d'alliés, en Europe ou ailleurs, est-ce qu'elle a été renforcée depuis le retour de Donald Trump ? Les ambitions idéologiques de la Chine existaient avant l'arrivée de Donald Trump. Ça, c'est très important de le noter. Déjà, sous les premières années de Xi Jinping au pouvoir, clairement, il avait une vision idéologique du monde. Il faut faire le bien de l'humanité, et pour faire le bien de l'humanité, il faut défendre des idéaux et des valeurs qui ne sont pas celles défendues par l'Europe ou les États-Unis. Et ça, on le voit très clairement dans le discours et dans les actions de la diplomatie chinoise. Donc, avant même l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, avant la consolidation de la rivalité commerciale et technologique entre Washington et Pékin, il y avait ce renouveau idéologique en Chine.
qui s'est accéléré, c'est vrai, avec l'arrivée de Donald Trump. Mais il n'a fait que s'accélérer, il était déjà préexistant. Et si Donald Trump était amené à quitter ses fonctions ou à perdre en influence dans 2 ans ou dans 4 ans, la Chine continuerait dans cette idéologisation de sa politique intérieure-extérieure, parce que c'est la vision qu'a Xi Jinping de la Chine dans le monde, tout simplement. La Chine qui tente de supplanter la géopolitique des États-Unis. Alice Ekman, on vous retrouve demain pour décrypter un enjeu majeur dans la relation entre la Chine et Donald Trump, Taïwan. À demain. Alice Ekman, spécialiste de la Chine, directrice de la recherche de l'Institut des études de sécurité de l'Union européenne. Chers auditeurs, pour continuer de suivre cette série, ça se passe sur le site de l'Express, dans l'onglet Podcast, mais également sur YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Castbox ou Apple Podcast. La Chine à l'épreuve de Trump est une série originale de La Loupe, réalisée par Jules Cros avec Emeline Dulliot.